Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène au Soudan. On va au Soudan où hier s'est tenue à Paris une conférence internationale pour les donateurs de ce pays le 15 avril, donc un an jour pour jour après le début du déclenchement de cette guerre qui ne fait plus la une des médias internationaux, bien entendu occultée par le conflit dans la bande de Gaza depuis près de 7 mois et aussi le conflit ukrainien qui continue d'embraser une partie de l'Europe. Et donc, ce sont ces deux conflits-là qui continuent d'attirer l'attention médiatique, alors que sur le continent africain, il y a, avec ce conflit soudanais-là, un autre conflit tout juste pas très très loin de là, notamment à l'est de la République du Congo, un autre conflit, notamment dans la région du Kivu, qui embrase également la région. Et malheureusement, et ça je reviendrai plus en détail là-dessus, on voit que les instances africaines sont aux abonnés absents lorsqu'il s'agit de réfléchir sur les voies et moyens de trouver des solutions diplomatiques à ces conflits-là. Mais pour ce qui est intéressant dans la conférence de Paris, qui était co-présidée par également l'Allemagne, parce que ce sont ces deux pays-là qui en réalité sont les organisateurs de cette conférence, il s'agissait d'appeler un certain nombre de pays. Près d'une soixantaine ont répondu favorablement à cet appel et selon Emmanuel Macron, qui a lui-même clôturé cette conférence-là, environ 2 milliards d'euros ont été mobilisés pour venir en aide aux populations soudanaises qui font face à non seulement une crise humanitaire, mais aussi une crise sécuritaire. Et il faut savoir qu'actuellement sur le continent africain, le Soudan est le pays qui a le plus fort taux de déplacés à l'intérieur. Près de 8,5 millions de personnes sont déplacées. Tous les pays aux alentours, tous les pays frontaliers du Soudan subissent les tensions liées à l'afflux massif de réfugiés qui fuient les combats, notamment aux alentours de Khartoum, qui est véritablement l'épicentre des combats. Et il faut aussi constater que depuis un an, que notamment les deux principaux protagonistes qui se font la guerre dans ce conflit, à savoir le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est le chef de l'armée et qui est le dirigeant de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et son ancien numéro 2, le patron des forces de soutien rapide, qui sont des forces paramilitaires, à savoir Mohamed Hamdan Daglo, dit Edmeti. Depuis l'année dernière qu'oppose ce conflit-là, et bien sur le terrain, en réalité, il n'y a pas une véritable domination d'un camp sur l'autre. On semble observer une espèce disons, un certain niveau comment dirais-je, de niveau où les deux forces n'arrivent pas à se dominer. Et donc, ce qui fait qu'il y a une espèce de statu quo, en fait, qui commence à s'installer de fait sur le terrain. Et ce statu quo-là, malheureusement, n'est pas bénéfique pour les populations, n'est pas bénéfique pour la paix, parce qu'aucune des deux parties ne semble en réalité véritablement déterminée à négocier, parce qu'il faut savoir qu'il y avait eu des négociations qui avaient été ouvertes à Jeddah en Arabie Saoudite sous les auspices évidemment de l'Arabie Saoudite et des États-Unis. Et donc ces négociations-là n'avaient jamais pu réellement aboutir. Pourquoi? Parce que chacune des deux parties était persuadée pouvoir l'emporter sur le terrain militaire. Et donc malheureusement, en l'absence de véritables résultats en faveur d'un camp ou de l'autre, ça a conduit à une espèce de statu quo. Et évidemment, la communauté internationale ne peut plus continuer à rester totalement impassible à cette situation. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de pays ont déjà décidé de reprendre en main l'initiative. C'est le cas notamment des États-Unis qui ont nommé un nouvel envoyé spécial au Soudan. Il s'agit du diplomate Tom Perriello. Son rôle sera évidemment de relancer les pourparlers de paix, toujours en collaboration avec l'Arabie Saoudite. Et Tom Perriello a déjà pris contact avec les autorités à Jeddah et aussi les autorités dans les deux camps, celui évidemment des forces armées soudanaises et celui des forces paramilitaires, des forces de soutien rapide, pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait ramener les deux parties à la table des négociations pour d'abord tirer
dans l'urgence un cessez-le-feu, parce qu'évidemment, il y a des zones entières où les organisations humanitaires n'arrivent pas à acheminer de l'aide, parce qu'évidemment, les deux parties refusent de laisser l'accès aux organisations humanitaires. Et donc, ce qui se traduit par la situation de famine que l'on observe aujourd'hui au Soudan. Il faut savoir que sur les 8,5 millions de personnes qui sont déplacées, il y a près de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition aiguë déjà au cours de cette année, et parmi eux, près de 730 000 souffrent de malnutrition aiguë sévère qui est potentiellement mortelle. Et il faut savoir que 90 millions des 19 enfants, 90% des 19 millions d'enfants au Soudan ne sont pas allés à l'école cette année. Ils n'ont pas pu bénéficier d'une éducation formelle. Et donc tout ça crée une situation sociale qui est de plus en plus tragique, avec le risque de voir, si les combats se poursuivent, voir un nouveau phénomène s'installer, avec notamment l'arrivée des enfants soldats. Parce qu'il faut savoir que dans les zones de conflit, lorsque ça dure, lorsqu'il y a de plus en plus de morts, il faut constater que les différentes forces en présence n'hésitent plus à incorporer les enfants dans leur structure afin de continuer à perpétrer les combats. Donc c'est cette crainte-là aussi que les autorités, notamment l'UNICEF, brandissent concernant les enfants soudanais. Alors donc, bien évidemment, d'un côté, on a les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui prennent des initiatives pour essayer de relancer les négociations. La France et l'Allemagne ont pu obtenir 2 milliards d'euros. Certes, on va dire c'est beaucoup, mais c'est très peu. 2 milliards d'euros, ça représente moins de la moitié des besoins en matière alimentaire de ces populations-là pour les 2 ou 3 prochains mois à venir. Mais évidemment, l'objectif de cette conférence a été, les objectifs ont été, les résultats ont été, au-delà des objectifs, parce qu'il faut bien comprendre que lorsque l'Allemagne et la France ont organisé cette conférence, ils tablaient sur à peu près un maximum d'1 milliard d'euros de dons. Or, ils en ont obtenu le double, ce qui est quand même quelque chose qu'il faut saluer et féliciter ici. Mais ça reste en réalité aussi en deçà des besoins réels des populations soudanaises. Et puis le deuxième volet, c'est que dans la recherche évidemment de solutions, il y a une réalité qu'il faut bien comprendre, c'est que le conflit soudanais en réalité va au-delà de ces deux personnalités, au-delà de ces deux camps. Pourquoi ? Parce que chacun dispose de relais à l'étranger, soit régionaux, soit au sein de puissances étrangères, et grâce à ces relais-là, ils peuvent continuer d'acheter et d'acheminer en toute impunité des armes qui vont continuer à alimenter le conflit. Donc la question n'est pas seulement de voir avec le général Abdel Fattah al-Burhan ou encore le général Hemedti, comment est-ce qu'il faut les amener à la table des négociations, mais il faut aussi discuter avec l'ensemble des relais de ces deux personnalités-là sur le plan régional et sur le plan international, afin que tous y parviennent. Il faut les amener tous ensemble sur une table de négociation pour discuter véritablement d'un accord de paix. Mais cet accord de paix, évidemment, il ne va pas sortir comme ça, comme d'un chapeau, mais il faut déjà dans l'urgence négocier un cessez-le-feu pour permettre aux organisations humanitaires d'accéder notamment aux populations qui sont véritablement exposées à un risque réel de famine, un risque réel de malnutrition et un risque réel de crise sanitaire, parce qu'il y a des maladies qui ont refait surface comme le choléra ou d'autres maladies de ce type-là. Et donc, malheureusement, dans toutes ces différentes étapes-là, il y a un grand absent, c'est l'Union africaine. Il faut savoir que l'organisation africaine n'est ni de près ni de loin, n'a véritablement essayé de mener des actions sur le terrain pour essayer de discuter avec les deux parties. Tout au plus, elle régulièrement se fend en communiqué pour appeler les différentes parties à un cessez-le-feu. Mais d'un point de vue politique et diplomatique, on ne voit véritablement pas la présence de l'Union africaine dans ce conflit-là. C'est la même chose pour ce qui concerne l'Est de la République du Congo, où on a l'impression que l'Union africaine est totalement impuissante. Et j'en veux pour preuve que dans l'agenda de la prochaine conférence des chefs d'État qui se tiendra en juillet prochain, il n'y a ni la question du conflit à l'est de la République du Congo, ni la question du conflit au Soudan dans l'agenda des chefs d'État. Tout au plus, ils vont parler de l'horizon 2063 pour la zone de libre-échange intercontinentale, ce qui est quand même aberrant, alors que deux des conflits majeurs qui se déroulent actuellement dans le monde ont lieu sur le continent africain, et l'instance qui est censée être la plus importante, à l'intérieur de laquelle il y a
une institution qu'on appelle le Conseil de paix et de sécurité, qui est l'organe chargé justement de gérer ces conflits-là entre les États ou à l'intérieur des États. On voit très bien que cette instance-là est totalement impuissante et l'Union africaine est totalement absente. Tout au plus, on la voit se faire de communiquer quand il s'agit de suspendre des États. Et ça, évidemment, elle a raison parce que c'est inscrit dans les textes de l'Union africaine lorsqu'il y a des changements inconstitutionnels de pouvoir. Mais lorsqu'il s'agit de régler de vrais problèmes qui touchent véritablement les États africains, eh ben, là, on voit toute l'impuissance de cette machine-là qui est en réalité plus une machine politique et administrative et qui n'est véritablement pas une machine de terrain parce que, évidemment, les différents États africains ont toujours rechigné à transférer une partie de leur domaine de compétences, notamment sur le plan diplomatique, à cette instance-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Union africaine ressemble plus à une coquille vide qu'à autre chose, parce qu'elle est incapable, lorsqu'il s'agit de faire face à une menace réelle, elle n'a pas les moyens de véritablement y faire face. Et donc, je pense qu'il serait de bon ton pour les dirigeants africains aujourd'hui d'essayer de repenser l'organisation et le fonctionnement de l'Union africaine. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas fait, on l'a fait à plusieurs reprises, mais toutes ces tentatives-là n'ont jamais été couronnées d'un véritable succès. Mais il faut véritablement encore continuer à travailler dans ce sens parce qu'on commence à voir une espèce de recomposition, décomposition des ensembles régionaux. On le voit avec la CEDEAO, avec le risque de sortie du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Combien ils sont déjà sortis? En fait, ils ont annoncé qu'ils sont sortis, mais ils n'ont pas encore envoyé cette lettre de sortie de la CEDEAO aux instances. Donc, officiellement, la CEDEAO n'a pas encore été saisie par les 3 États. Mais ces derniers qui sont organisés au sein de l'Alliance des États du Sahel, on voit aussi qu'avec l'arrivée de nouveaux dirigeants, tels qu'on le voit au Sénégal avec le président Diomaye Faye, que ces nouveaux dirigeants-là, on l'espère, vont pouvoir insuffler une nouvelle dynamique à cette organisation qui est la plus importante du continent et qui devrait être au centre notamment de l'action diplomatique lorsqu'il s'agit de la résolution de conflits aussi graves que ceux que l'on a vus au Soudan ou encore en République démocratique du Congo. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.